Le temps de l'Europe. Antoine Lereux, Johanna Touzel. Qu'est-ce que l'Europe et qu'est-ce qu'être européen ? Bien avant que la construction européenne ne soit engagée, cette question agitait les plus grands esprits du continent. Pour Victor Hugo, pour Nietzsche, pour Hegel, l'Europe unie faisait alors figure d'idéal, une utopie. Après 2 guerres mondiales qui ont dévasté le continent, l'idée est devenue réalité. Jean Monnet et tous ceux qui ont fondé l'Union, conscients que l'identité européenne n'allait pas de soi, ont fait le choix de la stratégie des petits pas, d'une solidarité de fait. Le reste, pensait-il, suivrait. Mais plus de 60 ans plus tard, le grand projet freiné par une crise institutionnelle, abîmé par une crise économique stagne, et le débat transnational, quand il existe, peine à franchir les frontières des États et à atteindre le citoyen. Dans ce contexte, comment continuer à croire en l'Europe, à se sentir européen ? Nous en parlons avec notre invité du jour. Et c'est Philippe Herzog. Bonjour Philippe Herzog. Bonjour. Alors vous êtes un idéaliste et en même temps vous êtes un militant, économiste de formation, homme politique communiste à l'origine et député européen pendant 2 mandats consécutifs. Et 3 même. Vous êtes surtout un Européen ardent et engagé, dans les veines d'abord, puisque vous avez des origines croates par votre père, mais surtout de cœur et d'esprit. Et aujourd'hui, vous êtes le président de Confrontation Europe, qui anime un débat d'idées à Paris et Bruxelles. Et vous publiez un nouveau livre qui s'intitule Identité et valeurs, quel combat ? Aux éditions Le Manuscrit. C'est de ce livre qu'on va parler pendant cette émission. Mais pour commencer, d'abord une question. Est-ce que vous n'éprouvez pas un peu de lassitude face aux crises, face aux égarements de l'Union européenne aujourd'hui ? Oui, disons qu'il y a un peu d'usure, mais je ne sombre pas dans le pessimisme pour autant. L'ampleur des tâches est telle que je comprends qu'il y ait autant de difficultés. Maintenant, à l'échelle d'une petite vie, on aimerait bien que ça aille plus vite. Et toute une série de questions que j'ai posées depuis une vingtaine d'années, démocratie de participation, bien public européen, faire société en Europe, tout ça n'a pas avancé du tout. Mais comme ça a été dit par Antoine, c'est petits pas qui ne sont pas à la mesure du défi. Donc on est dans un contexte où il y a besoin de transcendance, et comme j'ai toujours pensé que l'Europe c'était foi et raison, pas l'une sans l'autre, il faut guider la raison par l'espérance, par la foi, par un message. Je continue le combat. Évidemment, il y a de l'usure, mais il y a toujours autant de curiosité et d'engagement. Et vous continuez le combat, notamment dans ce livre. Vous dressez un constat acerbe de notre époque, de ces systèmes politiques, au plan national comme européen, de ces affrontements idéologiques qui sont dépassés d'après vous. Alors ça, on va y revenir. Nous reviendrons également sur vos propositions pour, je vous cite, une renaissance culturelle en Europe. Vous appelez à tout remettre à plat. Mais avant de faire ce travail de refondation, il est bon de savoir d'où l'eau vient. Et vous commencez par ça dans votre livre. Alors je vous pose la question très directement. Qui sommes-nous, nous, Européens, et quelles sont nos racines ? Alors, les Européens ont une singularité, c'est qu'ils ont voulu construire leur histoire. Et le projet européen a toujours été un projet culturel et d'organisation, avec un objectif d'unité, mais d'unité spirituelle et politique, pas seulement politique et institutionnelle. Alors, on peut remonter loin. Avant l'Europe, disons, il y a Platon, quand il avance l'idée fondamentale, il faut prendre soin de l'âme, définit déjà ce que l'Europe va faire à sa façon. Prendre soin de l'âme, et il y a un triptyque de Platon qui est, eh bien, il y a la formation du sujet humain, de chaque individu, il faut se construire en homme juste, avec une dignité, et partageant, jouant un rôle dans une société construite, qui est son deuxième thème. Il faut bâtir la cité, il invente une république, il juge idéal. Bon, je ne dis pas qu'elle marcherait, c'est pas ça qu'il fallait faire. Néanmoins, il faut bâtir un bien commun dans une cité. Et troisièmement, il faut une vision du monde. À l'époque, c'était la vision du cosmos. Mais donc ce triptyque, former un sujet digne de ce nom, bâtir une cité selon le bien commun, et troisièmement, avoir une vision du monde avec la place de l'homme à l'époque, et c'est devenu ensuite la place de l'Europe. Voilà, ça c'est l'ancêtre, je dirais, enfin un ancêtre. Mais là-dessus, le démarrage vraiment commence, à mon avis, avec Saint Paul, parce que Saint Paul, là, avance un cœur de projet qui est partager une commune humanité. Nous sommes tous frères, je ne vous cite pas l'Épître aux Galates. Donc c'est un message d'une superpuissance qui est
un message qui applique toute une série de tâches, et c'est encore inabouti, mais ça garde sa puissance. Et qui puise ses racines dans l'Ancien Testament, la tradition juive. Alors il y a une tradition juive, Voilà. et il y a une greffe gréco-romaine aussi chez Saint Paul, mais donc il ouvre l'histoire. D'ailleurs, c'est lui qui s'est tourné vers l'ouest, en fait. finalement, Ouais. vers l'ouest, vu qu'il était mal reçu dans les fonds baptismaux à Jérusalem. Bon. Ensuite, donc ça c'est la dimension spirituelle qui se continue avec les Lumières, où là, les Lumières, c'est l'homme avec des défauts, l'homme maître et possesseur de la nature. Bon, ça c'est. Enfin, ça vient aussi de l'homme a été créé à l'image de Dieu, donc. D'un certain côté, le christianisme était un peu, je dirais pas coupable, mais dans le coup. Mais les Lumières veulent créer une cité rationnelle selon le droit. Enfin, c'est. Mais où l'homme est devenu Dieu quelque part. Où aussi, l'homme non est devenu Dieu. Ouais. Mais ça s'est incarné dans l'État-nation. Les États-nations sont rivaux, ça fabrique des catastrophes. Donc les Lumières aussi aujourd'hui. Et s'étant incarné dans une identité nationale et une souveraineté nationale pose problème. Et moi, j'ajoute Marx volontiers, c'est-à-dire l'émancipation de l'homme passe aussi par une sorte de maîtrise de l'économie, parce que sinon, l'économie est une puissance aveugle qui nous entraîne et pas toujours là où on veut. Donc pour moi, ça forme un triptyque. Donc l'Europe culturelle, pour moi, c'est ça. Et corrélativement, ça s'est toujours traduit en même temps par... Alors, on a cultivé des valeurs, le vrai, le bien, l'unité, bon, mais toujours par un projet politique d'unité institutionnelle. Ça aussi, on pourrait refaire une histoire. Bon, et aujourd'hui, on a l'impression que ça ne marche pas. Vous ne pointez pas un responsable en particulier, nous le sommes tous, c'est ce que vous dites, et vous pointez plusieurs oppositions que vous qualifiez de dépassées, vous appelez un système hybride, ça on va y revenir, mais commençons d'abord par la critique que vous faites sur le débat national. Vous avez évoqué l'État-nation qui est un modèle complètement dépassé, c'est ce que vous dites. Enfin, il va durer, disons que les États sont vraiment en difficulté et les nations résistent, grosso modo. Donc les gens ne veulent pas perdre une identité qu'ils ont acquise et durement acquise et dans laquelle ils ont vécu. Et je veux faire évoluer l'identité nationale vers une prise de conscience qu'elle est trop étroite et qu'il faut s'ouvrir au monde, ne serait-ce que pour traiter les conflits en commun et les catastrophes à venir en commun, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont déjà évidentes. Et donc ça suppose sortir d'une citoyenneté nationale étroite, qui d'ailleurs, si vous prenez le droit social, est bâti sur l'exclusion d'autrui. Voilà, c'est ça. L'autre et l'étranger, c'est l'ennemi. C'était l'ennemi, maintenant on est devenu pacifiste, mais dès qu'il entre et qu'il y aura une question de partage en matière de prospérité et de développement, alors là c'est non. Donc la citoyenneté nationale est exclusive. Donc au plan même éthique, c'est trop limité. Donc je ne dis pas qu'il faut chahuter les gens en leur disant tout ça c'est mauvais. Je dis que ça nourrit les replis nationaux, les Le Pen et compagnie, qui tranquillement prennent une option de repli national. Et nous devons porter le message selon lequel l'Europe à transmettre, elle a des tares, mais c'est quand même un universalisme qui a des grosses vertus, qu'on ne doit pas mettre le bébé avec l'eau du bain. Ouais. Vous dites transformer la nation et mettre fin à l'état de droit qui ne fonctionne plus, c'est ça État de droit, si. Je dis, non, le droit. Alors le droit. L'état de droit ne suffit pas à faire la société. Ne suffit pas. Voilà. L'état de droit, c'est ce qu'on a su faire. C'est-à-dire, l'Europe est bâtie sur des règles, sur du pseudo-droit qui sont des objectifs communs, mais ça n'unit pas. C'est trop court. Et c'est d'ailleurs en débat aujourd'hui, on le voit très bien. Parce que la même loi pour tous. Alors, il y a des lois fondamentales de non-discrimination qui doivent être pour tous, mais dès qu'on entre dans les acquis sociaux, les droits socio-économiques, là, il y a une pluralité. Et donc, on ne sait pas traiter la pluralité, et on n'a jamais fait une société que par le droit. C'est des solidarités concrètes, une société. C'est des liens relationnels. Et un désir aussi. Vous parlez d'un désir de communauté. Mais oui, donc il faut la former. Alors, comme je suis idéaliste, mais je suis concret, disons qu'il y a besoin de la culture... Je demande pas, je propose pas une culture prête à porter toute nouvelle. Même je pense qu'il y a quelques principes quand même liés à pluralité, liés à éthique de responsabilité de l'autrui, etc. Mais en même temps, c'est concret. Il faut que les gens soient en relation pour acquérir ce désir.
Et là, on est tout de suite dans des choses concrètes. L'école est une question majeure. L'Europe doit être responsable de l'idée d'éducation européenne. C'est scandaleux, l'état de non-éducation à l'Europe qu'on trouve dans les écoles françaises et d'ailleurs. Il y avait le projet d'un manuel scolaire commun, ça a été court. abandonné. Et il y a des manuels binationaux. Il faut des échanges de maîtres et d'élèves systématiques, il faut des programmes d'apprentissage massifs, etc. Il faut mettre les gens en réseau, dès l'école. Qui empêche l'Europe d'être un catalyseur d'éducation européenne? Justement, c'est quoi ces handicaps de l'Europe aujourd'hui? Vous dressez aussi un diagnostic assez sévère avec l'Europe, parce qu'il n'y a pas que les États-nations que vous critiquez. Non. L'Europe, vous dites, elle est un peu prise dans une régulocratie. Comment vous dites ça? Régulocratie. Régulocratie. C'est un mot que vous avez inventé, ça, non? Je ne l'ai pas retrouvé ailleurs. Je pense, oui. Ouais. Mais ça vient assez spontanément. De même, j'ai Ça pris veut dire ce que ailleurs. ça veut dire, hein, J'ai pris régulocratie. ailleurs à propos du Conseil, c'est un syndicat de copropriétaires. Je connais ça et je peux vous dire que c'est chacun défend son bout de gras et que ça ne fait pas une communauté. Donc l'Europe, effectivement, est incomplètement bâtie parce qu'elle est restée fondée sur les États-nations. Je trouve qu'il faut dépasser de l'or. Fédération d'États-nations, pour moi, on peut mettre tout et n'importe quoi. Ça garde l'idée de fédération, mais si la brique, c'est États-nations, les États-nations ne se fédéreront pas. Alors, sur l'aspect fédéral, justement, vous dites il ne s'agit pas aujourd'hui de créer un État fédéral, mais de fédérer des peuples. Voilà. Je vous cite, là, en s'enrichissant de la diversité des nations, il faut dépasser l'opposition entre les deux cultures historiques du centralisme fédéral et de la souveraineté nationale pour constituer, vous dites, une union différenciée. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, l'union différenciée, à mon avis, c'est quelque chose de complète actualité face aux défis posés par la Grande-Bretagne et David Cameron. Mmh. Au fond, David Cameron est très pragmatique. Il dit, ben voilà, il y a ceux qui sont dans l'euro et ceux qui sont hors de l'euro. Et dans l'intérêt de l'Europe, il faut accorder les deux sans que la Grande-Bretagne, entre autres, pâtisse du fait qu'ils ne sont pas dans l'euro parce qu'ils n'y seront jamais. Bon. À partir de là, passons à l'aspect culturel et des désirs d'Europe. Concrètement, pour moi, ça veut dire qu'au sein de l'euro, il faut des solidarités beaucoup plus poussées, sinon ça va éclater. D'ailleurs, une fois Cameron est venu à Paris dire, vous avez besoin de plus de solidarité. Faites-le, mais nous, on ne sera pas dedans parce qu'on ne veut pas être dans l'euro. Bon, donc, J'avais pensé à Churchill au début de la construction européenne. Voilà, mais alors il est en dessous de Churchill, parce que Churchill, au moins, gardait l'idée de communauté. Après, il y a un très beau discours de Zurich, il parle de la famille des Européens. Pour arrêter les guerres, il faut revenir à l'esprit d'Europe, qui est la famille des Européens. Il faudrait dire ça à Cameron. Il est très en dessous de Churchill, car il dit aujourd'hui, l'union n'est plus qu'un machin, c'est qu'un instrument, pas question d'union politique. Ce qui veut dire que l'acceptation des niveaux de solidarité au sein de cette union ne peut pas être uniforme et la loi uniforme ne peut pas tenir. Est-ce que Cameron n'y reflète pas un petit peu ce que les autres pensent tout bas? Et ça commence à venir fortement. Voilà. Exactement. François Hollande, est-ce qu'Angela Merkel est beaucoup plus... Alors, c'est ça le gros risque. C'est-à-dire, c'est un détricotage complet de la vision historique dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire l'obsession de l'unité, la marche de la vie plus loin qu'elle-même, de Hegel. Très belle formule. Bon, l'Europe, c'est plus ça. Donc c'est plus un idéal. C'est plus un idéal. Donc on est devenu sur un machin complètement pragmatique. Différencier un centre et une périphérie. En trois cercles. Il y a un troisième cercle dont on ne parle pas, c'est les voisinages. La faillite de la politique de voisinage est un drame. Donc on ne peut pas continuer comme ça avec Russie, Turquie, peut-être même le sud de la Méditerranée. Les politiques de voisinage sont en échec. Il faut inventer une notion d'État associé, de coopération très, très construite sur certains domaines. Et puis, il y a le noyau des gens de l'euro qui doivent se fédéraliser quelque peu, sinon ça va éclater. Il faut un budget, une solidarité. Ça se discute, c'est des idées qui viennent quand même un peu, qui ne se construisent pas, ça c'est autre chose. Mais c'est les États-nations qui ne veulent pas. Sinon, ça a été mis sur la table. Il y a eu un rapport des 5 présidents il y a quelques mois. mais Herman Van Rompuy allait même plus loin auparavant. Déjà, ils ont dû rabaisser un peu parce que les États-nations freinent. La France, l'Allemagne. Bon. Pour autant... L'esprit d'Europe n'est pas perdu. Vous évoquez Madame Merkel. C'est quand même symptomatique qu'il y a une première page de magazine cette semaine, la semaine dernière, avec Madame Merkel, avec le titre « L'indispensable Madame Merkel ». Alors voilà des libéraux britanniques, parce qu'attention, il y a plusieurs aussi cultures en Angleterre. Des libéraux britanniques qui disent « Salut Madame Merkel, vous avez du courage, vous défendez l'idée d'Europe ».
Et effectivement, dans le cas des réfugiés, elle a sauvé l'honneur. Bon. Donc, tout n'est pas perdu, mais ce socle doit se fédéraliser. Le deuxième cercle, et c'est ceux comme les Anglais, s'il y en a d'autres, pour l'instant il y en a d'autres, les Polonais pour un moment, c'est clair, qui eux partageront avec nous non seulement le marché, mais tout simplement les problèmes des migrations, les problèmes donc de la politique extérieure derrière. Et donc, il y a beaucoup de choses. On a intérêt à ce qu'il reste pour affronter des défis communs. Imaginez l'Europe rabougrie du centre, c'est pas elle qui va traiter le problème des migrants et des rapports à la Russie et à la Turquie. Donc, on a besoin de ce cercle. Il est noble. On pourrait renvoyer à Cameron. Effectivement, ce deuxième cercle doit se bâtir. Mais à terme, ça voudrait dire réforme des traités. Ça voudra dire, je vous garantis, on se reverra. Ce dont la France ne veut pas pour le moment. Ni l'Allemagne pour le moment. Donc on n'est pas prêt à ça. Mais on poserait les questions de principe d'une union différenciée, on retournerait la balle dans le camp des Britanniques en leur disant, y compris la question du marché, partager un grand marché, sans tension sur les règles. Si certains veulent une coopération, une synergie industrielle, une synergie de recherche-développement, ça veut dire qu'il y a un modèle de marché, pour parler comme jargon des économistes, qui ne peut pas être le même qu'un marché de concurrence pure et simple. Donc sans dumping social, par exemple. Et on devrait lui poser les... Ouais. Voilà, tout à fait, vous avez raison. Le grand marché, il ne marche pas correctement. Voilà. Vous voulez la Capital Markets Union, nous aussi. Alors parlons maintenant de quel modèle de marché on choisit. Alors Philippe Herzog, pour finir sur le constat, on va en venir aux solutions que vous proposez dans ce livre. Vous parlez régulièrement dans le livre de la faiblesse de la démocratie représentative. Vous dites qu'il y a eu un avant de cette démocratie, il y en aura un après, celui de la participation du plus grand nombre aux choix et aux responsabilités publiques. Donc, alors ça, c'est l'idéalisme caractérisé qui revient. Qui revient. Mais donc, auquel je crois énormément. Je connais bien Rosan Vallon, qui écrit sur le bon gouvernement. Rosan Vallon, qui n'est pas forcément très européen, il y a des défauts à son livre. Il est pas l'Europe là-dedans, on ne voit pas bien, et le rapport à l'économie non plus. Par contre, lui qui est un observateur modéré, mais enfin quand même clairvoyant, il dit la démocratie c'est pas identique à l'élection. L'élection c'est trop pauvre. Ça crève les yeux. Alors là, j'enfonce le clou en disant. Les partis politiques. L'élection passe par des partis politiques complètement obsolètes. Dépassés, complètement dépassés. Et ces gens-là ne font que course pour exercer des places au pouvoir. J'appelle ça une privatisation de la politique par les partis nationaux rivaux dans une compétition pour l'accès aux places de pouvoir. Donc il faut. Ça ne veut pas dire qu'on n'y aura plus d'élections, c'est pas ça. Mais on fait du diagnostic, l'élection c'est trop court. Imaginez qu'il faut peut-être faire participer plus les gens si l'élection ne suffit pas. Il y a une grande histoire de la démocratie qui a été écrite par un Anglais, ça a été son œuvre de vie, The Life and Death of Democracy. En gros, il y a 3 âges. Il y a l'âge des assemblées fondatrices, là, Athènes, et c'était pas la première, mais bon. Donc, c'était évidemment une assemblée de citoyens élites. Égaux, mais d'élite, oui, enfin, entre guillemets. Donc, le peuple, il n'avait pas accès à rien. Bon. Donc une élite formée aussi, c'était ça la différence. Elle était formée. Ouais. Donc, c'était le régime d'assemblée, dont Athènes est le symbole. Après, on passe à gouvernement représentatif à l'époque des Lumières, et République française en est une incarnation. Et aujourd'hui, on serait dans la démocratie du contrôle. Ça veut dire qu'il y a une démolition de ce truc. Ça marche. Chaque citoyen, chaque sujet aujourd'hui veut dire son mot. Mais contrôle par qui ? Par la société, par les individus eux-mêmes. Je ne suis pas contre l'individuation. Chacun veut être reconnu dans sa valeur, etc., et dire son mot surtout. Donc ça, c'est le nouvel étage de la modernité. On n'est plus dans la modernité des Lumières, où il fallait quand même se soumettre aux souverains, etc. Donc on est là, sauf que l'individu roi, pour parler comme ça, qui n'en a ni l'éthique ni les moyens, il faut qu'il se pose des questions. Aujourd'hui, vous parlez d'auto-éthique. L'individu doit s'astreindre. Il doit se construire. Et donc, la société doit l'aider à se construire, d'où le changement de l'école, etc. Donc, on va arriver comme ça à la participation. Mais pour le moment, on est dans une démocratie du contrôle, en ce sens qu'avec un peu plus éduqués et mal informés ou désinformés en même temps qu'avant, et disposant d'outils formidables d'accès à toutes les infos, le citoyen veut dire son mot, jusqu'à la dérive
on va gouverner par référendum continu, sans aucune culture du référendum d'ailleurs, très en dessous des Suisses, qui en ont quand même une. Ça se construit, c'est pas une donnée. Donc c'est une démocratie d'opinion. Et ça, c'est dramatique, quoi. Ça n'a rien d'une démocratie. Chaque opinion vaut une autre. Le pluralisme devient ce que j'appelle une nouvelle pensée unique. On ne sait pas construire l'unité dans le pluralisme. Jamais on va s'en... Ou le pape Jean-Paul II, relativisme. On ne construit pas une société dans un relativisme éthique et dans une société individualisée. Donc la démocratie du contrôle a un aspect potentiel positif, c'est que le citoyen peut s'informer sur tout, éventuellement participer. L'aspect négatif, c'est ce que je viens de dire. Donc il faut monter vers participation, parce que si on ne monte pas vers participation, et là je sors de l'idéalisme, de toute façon il prendra le pouvoir, de façon régressive, le citoyen. C'est-à-dire ça déconstruit une société. Et donc il faut le responsabiliser pour qu'il prenne soin de la cité, le citoyen. Ça, c'est au pouvoir public de lui donner les outils pour qu'il se Absolument, et les responsabilise pouvoirs lui-même. publics qui s'en moquent complètement, Ouais. parce qu'ils sont dans la bagarre partisane pour les places de pouvoir, avec une endogénéité des professionnels de la politique scandaleuse. En France, on vous sort un gouvernement, ils sont tous sortis de l'ENA et même quasiment de la même proportion. Alors que moi, j'ai appris à l'université la théorie du gouvernement représentatif, ça n'a rien de représentatif d'une société. Donc on est vraiment dans le délire, là. La démocratie s'abîme. Alors on fera des chemins vers la participation, qui est très dur parce qu'il faut s'éduquer, il faut des collectifs, il faut renouveler les partenaires sociaux, tout ça, c'est d'une autre époque, c'est mal foutu. Mais bien qu'on ait besoin d'eux, évidemment. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de démocratie représentative. Je suis toujours mix, je suis réaliste dans ma mixité. Et pour ça, il faut que les élites eux-mêmes se responsabilisent. Et où est-ce que vous placez la question des valeurs dans tout ça? Parce que vous dites clairement que ce sont les valeurs individualistes aujourd'hui qui priment, la défense de son intérêt, donc ça, ce sont des valeurs bien particulières. Comment est-ce qu'on pourrait revenir à des valeurs qui soient plus responsables vis-à-vis du monde, du bien commun, de la création, de l'écologie On est quand même peut-être dans une période de retournement, non, des valeurs. Les gens reprennent conscience qu'il faut les... C'est pour ça aussi qu'il y a une source d'optimisme, sauf que les gens sont emprisonnés néanmoins. Donc ce sentiment d'impuissance et de manque de hauteur fait mal à tout le monde. Et donc on est dans un contexte où se pose ce que j'appellerais un problème de transcendance. Je n'ai pas développé dans le livre, mais les mots y sont. Mais depuis, je travaille un peu là-dessus. Il y a des anthropologues qui travaillent, un livre anglais qui vient de sortir sur la politique et le sacré, qui est très intéressant, qui parle de politique de transcendance. Parler de révolution anthropologique, au début du livre. Mais ça, c'est un mot de révolution anthropologique. C'est Andrea Riccardi, qui est le président de Sant'Egidio. Donc, écoutons, alors l'Église, on a besoin qu'ils aillent dans cette direction-là, que ce soit Riccardi, le pape et d'autres, quoi. Franchement, c'est... Et alors, est-ce que vous pourriez nous définir cette transcendance dont vous parlez? C'est quoi? D'abord, la transcendance, pour ceux qui ne sont pas religieux, c'est une spiritualité. La transcendance, c'est la capacité de dépasser ses limites. Comme dirait Pascal, l'homme passe infiniment l'homme, c'est-à-dire l'homme peut se dépasser. Nous sommes dans une situation crisique avérée, durable, parce que si c'est une crise de culture et pas seulement une crise économique, ce qui est le cas, évidemment, et puis en plus, le temps nous compte, parce que les catastrophes écologiques, les conflits violents au Moyen-Orient, ça peut être un désastre mondial. Enfin, bon. Donc, il y a besoin de transcendance. C'est ressenti. Dans tout temps, il y a eu de la transcendance en Europe. Alors, c'est au moins un facteur d'optimisme. Encore que quand l'Empire romain a chuté, il a fallu quelques siècles pour sortir du repli, quoi. Donc ça peut prendre du temps. Le problème, c'est que le temps nous compte. Ça, c'est plus embêtant. Sinon, l'humain se transcende. Il se transcende avec une renaissance culturelle et politique à chaque fois. Donc mon schéma n'est pas fondé que sur l'idéal, il est fondé sur une sorte d'anthropologie politique. Maintenant, après, je suis dans les moyens. Je ne peux pas définir le but culturel en question. C'est l'esprit de transcendance qui se manifeste par toutes ces sources religieuses, philosophiques, anthropologiques, scientifiques. Et de ça sortent les éléments de Renaissance. Prenons l'aspect Renaissance, c'est pas de l'Europe, de l'universalisme européen tel quel, c'est une nouvelle civilisation mondiale dont il est question. Vous parlez de mutation, de métamorphose. Oui, enfin, c'est mais tout à impressionnant fait. comme mot. Mais c'est ça quand même, puisqu'on sort de l'univers.
d'un universalisme européen pur et simple, porté depuis Saint Paul, en grosso modo, ça c'est incontestable à mon avis. Cet universalisme-là a porté en même temps la prétention de la détention de la vérité et donc à exclure autrui qui n'avait pas cette culture. Donc, dans un monde pluralisé, on va co-construire un nouvel universalisme. Et si on perd, nous, notre contribution à l'universalisme, les vertus de ce qu'on... Alors, il va manquer un maillon énorme dans la construction mondiale parce que les autres n'ont pas forcément dans leur histoire cette envie d'universalisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, je n'ai pas répondu en détail sur Valeur, mais pour en citer qu'une qui est cruciale, c'est pourquoi j'évoquais Lévinas, lui qui était juif, mais bon, effectivement, les sources peuvent être plurielles. La mutation d'éthique, c'est la responsabilité d'autrui. La valeur égalité, c'est beaucoup trop faible. La valeur égalité a pu conduire à l'envie, et l'égalitarisme n'est pas la justice. La justice, c'est l'inclusion des exclus, comme le pape François le sait d'ailleurs. Et l'inclusion des exclus, et en même temps, le combat contre les excès de l'élitisme financier, etc. J'aime pas trop. Inégalité est un mot trop faible. Parler des exclus, notamment, ça trouve écho dans la crise des migrants. Donc, je le disais, c'est bientôt la fin de cette émission. Un mot revient très régulièrement dans votre livre. Moi, c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué, c'est l'imaginaire. Vous convoquez l'imaginaire, vous consacrez un chapitre de votre livre au cinéma, qui est une de vos passions. On ne va pas pouvoir en parler dans le détail, mais vous le dites, il faut faire appel à l'imaginaire de chacun. Et on parlait de l'individu tout à l'heure. Là aussi, il faut exciter, finalement, alimenter l'imaginaire de l'individu, du citoyen européen. Alors, de tout temps, l'art a contribué aux Renaissances. L'art, d'ailleurs, a toujours été lié aux religieux, historiquement. Et donc, on ne peut pas se passer d'imaginaire parce que se transcender, forger une nouvelle espérance, fait appel nécessairement à un imaginaire. Beaucoup de choses passent par les images, et donc, ça fait longtemps que je m'adresse au cinéma, et que je veux savoir où sont mes sources, et je constate qu'il n'y a pas de cinéma européen. Voilà, il y a beaucoup de replis dans le cinéma européen, des replis identitaires. Nationaux. Vous êtes très acide sur le cinéma français, notamment. Complètement. Terrible. Il a manqué à sa mission, bien entendu. Mais Renoir avait saisi ça, qui est parti aux États-Unis, qui était écœuré. Il y a une phrase de Renoir dans La règle du jeu qui dit tout. Il décrit dans La règle du jeu en 1939 une société en décomposition, et la morale philosophique, c'est chacun a ses raisons. On ne peut pas être plus clair. Chacun a ses raisons, c'est le pluralisme qui part en quenouille dans ces différents morceaux. On ne s'entend plus. Tout simplement, si je pouvais, je réunirais des cinéastes, des philosophes, des industriels et des financiers, parce que, attention, les industriels et les financiers sont des gens aussi qui ont une éthique. On pourrait certainement trouver là aussi un des éléments de la réponse. J'ai espéré un moment, et je terminerai sur mon modèle de cinéaste qui est Rossellini, qui quitte le cinéma de divertissement et qui passe au cinéma d'éducation et qui fait des films pour l'éducation avec les moyens de la télévision de l'époque, et avec d'ailleurs de très bons intellectuels, La Rochefoucauld et d'autres qui ont travaillé avec lui, et qui nous expliquent Pascal, Descartes, Socrate, etc. Vous parlez du cinéma, c'est aussi vrai pour la pensée. On l'a vu tout au long de cette émission. Ce sera ma dernière question. On peut vous qualifier de penseur. Il y a un article dans Le Monde qui est paru tout récemment. L'Europe est en peine d'un débat intellectuel transnational. Est-ce que les idées, est-ce que les pensées circulent aujourd'hui entre les pays ? Est-ce qu'il y a un dialogue et est-ce que c'est pas ça qui manque ? Si vous parliez du cinéma, mais non, mais alors, bien entendu. Sur le plan intellectuel. Je prends le cas des philosophes. La revue Esprit a publié, il y a l'avant-dernier numéro, un numéro spécial sur Habermas, titre de la revue Esprit, Le dernier philosophe. Il y a une crise de la philosophie européenne aussi. Les philosophes sont devenus des professeurs de philosophie. Ils ne sont pas du tout au niveau des systèmes de Platon ou de Kant, qui prennent soin de l'âme européenne dans le triptyque que j'évoquais tout à l'heure. Ils sont très en deçà. Et très en deçà, vous avez raison, parce que ça ne circule pas. L'Europe, y compris l'Europe des Lumières, a été précédée, et on oublie toujours le XIIe, XIIIe siècle, les universités européennes, tout circulait, la République des lettres, comme dirait Fumaroli. Donc l'Europe s'était construite aussi dans le domaine éducatif et dans la circulation. C'est pourquoi, on peut terminer là-dessus si vous voulez, la circulation organisée des idées, de l'imaginaire,
des projets scolaires est l'impératif numéro 1, avant tout autre. Ce sera la conclusion de cette émission. Philippe Herzog, merci d'y avoir participé. Je rappelle que vous publiez votre dernier livre, Identité et valeurs, quel combat, dont nous parlions donc tout au long de cette émission aux éditions Le Manuscrit. Johanna Toussel, merci beaucoup. Merci Antoine. Et à très bientôt. Rendez-vous dans un mois pour une prochaine émission.